Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Daisy. Salut Daisy. Salut! Enchantée Enchantée de de faire faire ta ta connaissance. connaissance. Hey, on pouvait pas être plus synchro que ça, Maggie, c'était Non, parfait. on pouvait pas. Non, on recommence ça, on serait pas capable. Fait que, juste pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes un peu brièvement, tu nous dises un peu t'as quel âge, tu vis dans quelle région, puis c'est quoi ton projet de vie ou quelconque en ce moment. Ben, j'ai 34 ans, je m'en vais sur 35 à la fin de l'année, au mois de décembre. J'ai toujours vécu à Drummondville toute ma vie, ben, à part les périodes que j'ai été placée un peu partout, là. Mais depuis ma majorité, j'ai toujours été à Drummond. Puis là, ça fait 2 mois que je suis à Saint-Hyacinthe. J'ai déménagé ici pour une job que j'ai eu pendant 5 jours. Je me suis plaint de douleurs à l'épaule puis ils m'ont sacré dehors. Fait que je me suis retrouvée un peu dans la chenoute. J'ai dû aller porter des CV puis tout. Puis j'en parle comme un événement parce que ça en était un. À 34 ans, c'est la première fois de ma vie que je fais ces démarches-là. J'ai été inapte à l'emploi pendant de nombreuses années. J'étais vraiment pas capable de rentrer dans le système. Puis là, pour la première fois de ma vie, je me sens apte à travailler, à avoir une hygiène de vie correcte, là. Fait que je me suis trouvé un emploi chez BMR. Ça fait presque un mois que je suis là. J'adore ça. J'ai fait un deck en art visuel. Fait que, tu sais, j'ai trempé dans les couleurs, dans la peinture, dans les matériaux. Fait que c'est comme une extension de mon deck. J'apprends plein de choses. Je trouve ça super stimulant, là. C'est gratifiant aussi d'avoir un travail puis de ben, l'hygiène de vie, là, en général, c'est quelque chose que C'est ça a clair. toujours été très défectueux pour moi. Je Oui, pense qu'on s'est déjà croisés à Drummondville ça se peut. parce que ça se peut-tu qu'en 2016, tu aies pris des cours de ninjitsu? Ouais, Une un petit fois. oui. Oui, hein? Bon, ben, j'étais l'autre fille qui était là. Ah, c'est bon. Fait As-tu que oui, continué? oui, j'ai fait une session, Ok, ah, mais c'était c'est trop bon. rough pour moi physiquement. J'ai pogné un rhume, puis j'ai les poumons bien fragiles. Fait qu'après ça, moi aussi, j'ai déménagé à Saint-Hyacinthe, Ah ouais, c'est bien puis drôle. j'ai arrêté. Fait que ouais, on doit avoir peut-être du monde en commun, justement, Ouais, c'est parce cool. que j'ai resté à Drummondville là, à peu près 5 ans. Puis ça doit faire 7 ans là, que j'étais à Saint-Hyacinthe. Ah, ben, coudonc, on va sûrement être appelé à se poser. C'est très intéressant. En effet. Mais ça m'étonne. Drummondville, ça m'a vraiment étonné comme place. J'ai trouvé ça tellement creepy là, comparé à d'autres. Tu sais, je veux dire, j'ai fait Montréal, j'ai fait Sherbrooke, j'ai fait Repentigny. Mais Drummondville, il y avait une vibe. Je me sentais tellement pas safe dans les rues à Drummond, là. Ouais, Je sais pas si toi, comment ça allait, là, mais moi, personnellement, là, il y a eu bien des choses avec les gars, des affaires bizarres, là, je pouvais même pas juste aller marcher tranquille avec mon chien, là. Il y avait tout le ouais, temps un gars quelque part qui m'abordait puis qui s'essayait, puis, tu sais, même à un moment donné, j'étais avec mon conjoint, puis je sais pas si tu connais ça, le parc des Voltigeurs. Tu sais, normalement, c'est une place tranquille, ouais, puis j'avais été normalement. là, puis, tu sais, mon conjoint, il m'attendait dans un spot avec nos chaises puis tout, puis moi, je tenais toujours mon pepper spray avec moi, ma bonbonne de poivre de Cayenne, puis ce Ah, jour-là, ben, elle m'a ouais. quand même servi. Parce que quand je suis allée aux toilettes, tu sais, il y a comme un genre de chemin, il faut que tu longes. Puis je voyais qu'il y avait un char qui avançait lentement, puis qui avait l'air de regarder dans ma direction, mais il a comme passé. Fait que là, j'ai été à la toilette, j'ai été voir que j'avais peur. Puis quand je suis ressortie, il a repassé à côté de moi, puis là, il a essayé de m'aborder, puis tout, puis il était comme insistant, là. J'étais comme, il a fallu que je shoote mon pepper spray, là. Aïe, aïe. Ouais, c'était vraiment intense. La seule, tu sais, j'ai été au cégep, ça c'était cool, ça, c'était nice, j'ai pas eu de problème au cégep, mais c'est vraiment quand que je marchais dans la rue que je trouvais ça bien particulier. Puis Ouais. même, il y avait eu un incident avec la police, puis je sais pas si tu avais eu entendu parler de ça, il y avait eu un gros procès avec, elle s'appelait Marie Rock. C'était une concierge, il avait kidnappé une fille d'un appartement parce qu'il pensait qu'ils avaient vu vendre de la drogue. Finalement, elle a fait manger de la bouffe à chat, ils l'ont battue, puis ils l'ont shippé à Montréal pour se faire pimper.
Aïe, C'était aïe. vraiment incroyable là, comme histoire. C'était comme la première fois que j'entendais parler de choses comme ça, mais c'était trash. Puis après ça, j'ai comme rencontré une criminologue qui me disait que Drummond, c'était très élevé le taux de criminalité. Oui, j'ai pas de comparatif, là, fait que je peux pas vraiment te dire si c'est plus ou moins qu'ailleurs, mais effectivement, à Drummond, ça passe. Ça brasse pas mal, hein? Mais fait que c'est ça. Fait qu'on se connaît un peu, ben on s'est croisés. Puis sinon, ben mon endroit refuge, c'était vraiment Nakamaté. Je sais pas si t'as Ouais, connu un peu. ouais, je connais le propriétaire. Ouais, c'est vraiment un beau spot, c'est vraiment une belle place. Dans les derniers temps, eux autres, tu vois, avant que je parte, là, ils venaient d'ouvrir. Fait que OK, j'aimais ça aller chiller là-bas. cool. Puis toi, ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Ben de bonheur. Ma mère m'a échappé en plein centre d'achat, sur le commun de bottes, à 2 heures de l'après-midi. J'avais 2 ans. Fait que, ils m'ont placée. J'ai fait quelques familles d'accueil en bas de 4 ans. Ensuite, mon père a eu la garde. Puis, c'est ça, j'ai resté chez lui pendant ben, jusqu'à 12 ans. La DPJ a rentré. J'ai fait quelques familles d'accueil, CR. J'ai fait aussi un foyer de groupe. Je me suis promenée pas mal. Puis, ça a fini à 17 ans et demi avec mon pack-sac. Ça a été quand on t'a annoncé ton placement? C'était un peu une délivrance de sortir de chez moi. Mais en même temps, je portais tout le poids des événements sur moi. Puis mon père me faisait sentir coupable d'avoir parlé. Hmm. Fait que c'est là que j'ai commencé à être très, très, très agressive, là. Je pétais des coches, j'ai commencé à m'automutiler, puis là, ils m'ont rentré en centre d'accueil. J'ai resté là 1 an. Pendant les 3 premiers mois, j'avais des retraits en isolement capitonnés 3 fois par semaine. C'était vraiment élevé. J'étais folle raide. Mais c'est correct, là, je comprends aujourd'hui, là, puis j'avais besoin de passer par là, là. Mais en même temps, tu sais, moi aussi, j'ai été en centre d'accueil, puis il y en a qui abusent vraiment là, des isolements. Tu sais, moi, on m'a déjà enfermé en isolement parce que je voulais aller fumer une cigarette, puis j'ai dit le mot cigarette, puis il fallait pas dire ce mot-là ou l'insinuer, là. Tu sais, c'était vraiment... fallait pas parler avant le repas. Il y avait comme plein de petites règles bâtards, là, que Ouais, c'est ils nous calme. envoyaient en isolement pour des conneries, là. Mais j'étais en unité d'engorgement, par exemple, dans ce temps-là, là. OK. Mais quand même, tu sais, puis ça me sonne une cloche de, tu sais, as-tu été bien entouré pendant ces temps-là? Tu sais, avais-tu le droit à des spécialistes, que ce soit en médecine physique ou psychologue, peu importe? Oui et non. OK. Après coup, je pense que j'aurais pu être mieux aidée, mais en même temps, je suis mitigée dans ma réponse parce que d'aider quelqu'un qui veut pas se faire aider, c'est vraiment difficile. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont brûlés sur moi parce que je voulais rien savoir. Puis j'étais vraiment difficile d'approche. J'étais révoltée par-dessus la tête, puis j'étais violente, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de m'aider, puis c'était difficile de rentrer, là, dans ma bulle, là. Mais, tu sais, c'est comme à 18 ans, je me suis fait diagnostiquer borderline, puis ça m'a fâchée parce que on aurait pu me diagnostiquer des années plus tôt, puis ça aurait changé ma vie. Ben, tu sais, il y a aussi le fait que, tu sais, comme moi aussi, j'ai reçu ce diagnostic-là. Mais finalement, quand j'ai demandé mes thérapies IVAC, CAVAC, ben là, on s'est rendu compte que c'est plus comme un stress post-traumatique là, que borderline. Ben, diagnostic borderline facile, mais c'est surtout le résultat d'un gros trouble d'attachement qui n'a pas été pris en charge puis qui n'a pas été réglé à temps, là. Hmm. Puis moi, j'ai lu mon dossier de DPJ, j'avais 17 ans et demi. C'était tellement hardcore que je me suis ouvert les veines. OK. J'ai appris des affaires là-dedans, là. C'était vraiment lourd. Entre autres que j'ai été agressée sexuellement par 2 familles d'accueil en bas de 4 ans. Je m'en rappelle pas. C'est peut-être correct comme ça, même si j'ai une curiosité.
J'aimerais ça, tu sais, savoir. Mais en même temps, si mon cerveau a décidé que je m'en rappelais pas, c'est parce que c'est mieux comme ça. Quand tu as lu ton dossier, comment ça s'est passé concrètement? Est-ce qu'il y avait des gens avec toi? Est-ce que tu as eu du soutien psychologique? Comment ça s'est déroulé? Ben, en fait, c'est que mon dossier est tellement lourd que il fallait absolument qu'il y ait une TS, ben, un psychologue qui lise mon rapport avant que moi je le lise. Comme ça, elle pouvait mieux m'encadrer lorsque moi je le lirais. Mais ce fameux rapport-là, le premier, là, auquel j'ai fait ma tentative de suicide, j'en ai gardé aucun souvenir. Ça m'a vraiment traumatisée, là. Fait qu'il a fallu que je le relise une deuxième fois. Puis comme ça, j'ai passé à travers de pas mal toute la paperasse là, accompagnée de ce psy-là. J'imagine que c'était un service offert par l'IVAC, le CAVAC. Non, c'était la DPJ, c'était Ah, obligatoire. OK, OK. Quelqu'un le lise avant moi. Puis as-tu le droit justement à des services supplémentaires pour les traumas puis tout lié avec l'IVAC? Ouais, ouais, j'ai eu de l'IVAC à 20 ans, puis si je peux ouvrir une parenthèse, tu sais, IVAC, c'est très bien, mais c'est mal fait pour une chose, c'est que pendant un an, ils te donnent des services psychologues ou autodéfense, name it, tout ce que tu as besoin. Après ça, ils te font rencontrer par un maître psychiatre qui t'évalue de long en large, là. C'était vraiment intense. Quand j'ai eu mon rapport là, de ce psychiatre-là, j'ai fait 3 crises d'hyperventilation back-à-back, là. J'en revenais pas de lire qu'est-ce que je lisais là-dedans. Puis je me sentais, écoute, il a vu à travers moi, là, il m'a décortiqué là, dans les détails, puis c'était vraiment intense. Puis après ça, être garoche, moi, ils m'ont donné 35 000 piastres. Puis après ça, plus rien, plus de service. Parce que c'est là que j'avais besoin d'aide. Cet argent-là, je l'ai flobé. À chaque dollar que je dépensais, je savais que c'était à cause de mes agressions sexuelles. L'argent m'a monté à la tête, le monde m'appartenait, là. Je suis devenue vraiment folle. Je me rappelle à un moment donné, on est dans le champ, puis on cherche 25 cents pour mettre dans le parcomètre. Puis là, à un moment donné, je regarde ma chum, je pars à rire, fou rire incontrôlable. Je dis 25 cents, Jess, j'ai 25 000! Non, non, mais tu sais, je savais pas quoi faire avec ça, puis c'est là que j'aurais eu besoin d'un accompagnement psychologique parce que là, je vivais toutes les conséquences de mes traumatismes. Bang! Hmm. C'est sûr que ça doit être difficile de d'être garoché avec autant de liberté d'un coup, en fait, là. Ouais, ouais. J'ai prêté 15 000, m'en est revenu 2. Je me suis fait voler, j'ai donné énormément, je payais la traite à tout le monde. Hmm. Ah, tu sais, c'est le même, hein? On C'est- s'achète des amis. En effet, ça peut être. Mais c'est ça, c'est difficile de se refaire. Je trouvais des amis rendus à l'âge adulte. Fait que, vu que toi, tu as toujours resté à Drummondville, j'imagine que tu retournais voir des anciens amis qui étaient pas nécessairement Non, les, non, tout à les plus fait. Là, bienveillants. c'est là, je m'en allais avec mon dossier de DPJ tantôt. C'est que j'ai lu noir sur blanc dedans que je présentais une forte carence affective. Puis de lire dans ces mots-là, ça m'a frappé. Parce que c'est pas comme Daisy a une dépendance affective. Non, une forte carence affective. Une carence, c'est comme respirer puis manger. Je suis restée avec ce trou béant-là toute ma vie. Une carence affective insatiable. J'avais tellement, mais tellement besoin d'être aimée que je sentais que je devais toujours acheter, soit sexuellement, soit monétairement, soit whatever. Et justement, comment ça s'est passé, ta famille d'accueil quand tu avais 12 ans, quand tu étais arrivé là? Ben, le monsieur, le père de la famille d'accueil, j'en ai fait voir de toutes les couleurs, là. Les hommes, c'est devenu mon ennemi national, là. OK. Ah, j'étais vraiment pas drôle. Puis c'est ça, ça a pris 7 mois avant que je commence à être violente, là, au point de me mettre en centre d'accueil. Tu sais, moi, j'ai vécu énormément d'intimidation quand j'étais au primaire, là. Mon ami, on approchait de mon ami, entre guillemets,
On approchait de l'école, puis elle me disait, Daisy, tu pourrais prendre un petit peu de distance, s'il te plaît, je voudrais pas qu'on me voie avec toi. Hmm. Ça a été ça mon primaire. Fait que moi, quand je suis rentrée en centre d'accueil à 12 ans, j'ai fait comme mon secondaire 1 là. Puis là, quand je suis sortie en secondaire 2, ben là, moi, j'étais un petit peu traumatisée de l'école. Puis je voulais pas me refaire écœurer encore. Fait que j'ai été très, très, très catégorique. Je ne veux pas retourner à Drummond. Et si vous me retournez à Drummond, je vais tout faire pour retourner en centre d'accueil. Je veux rien savoir. Fait qu'ils ont emprunté des ressources à Victo pour me placer. Fait que j'ai été à Sainte-Clotilde, à Warwick. J'ai fait tout mon secondaire à Warwick. Puis dans le temps, il y avait une ressource alternative à Warwick. C'était un foyer de groupe, ça s'appelait La Traverse. Ça a été vraiment bien. Là, je saute des chapitres puis je vais du coq à l'âne, là, mais sans famille d'accueil. Tu sais, moi, là, ma famille est dysfonctionnelle. OK? Mon père, c'est mon père, puis ma mère, ben, elle est dans la drogue, puis écoute, elle m'a fait faire une ligne de poudre, j'avais 7 ans et demi, là, genre, ma famille est dysfonctionnelle. Puis quand j'ai été en famille d'accueil, j'étais tannée du modèle familial classique, le papa, maman, le chien, la minivan, la belle maison. Fuck you! J'en ai pas de famille, puis j'en veux pas non plus, genre, je me sentais un étranger partout où j'allais puis je me sentais pas à ma place. Tandis que quand j'ai atterri au foyer de groupe, là, ça a cliqué. On est 15 jeunes, 2 intervenantes, plus autonomes. Je pouvais cuisiner pour la gang, j'avais plus de liberté. Puis je pouvais aller à l'école secondaire en parallèle en même temps, à l'extérieur. Puis j'ai eu le même feeling que toi. J'ai pas, Ouais. tu sais, moi, c'était plus, ce qui m'est arrivé, c'était plus médical. Je suis née avec des problèmes de santé ben importants. Puis quand j'étais arrivée à 12-13 ans, j'ai su que j'avais attrapé l'hépatite C d'une transfusion sanguine. Fait que tu sais, la fameuse la belle petite famille parfaite a vraiment sauté. Mon père il a commencé à être violent avec moi, fait que je me sentais vraiment plus en sécurité chez nous. Là. C'est moi qui ai appelé à DPJ pour sortir. Puis quand je suis arrivée en famille d'accueil, là, pas en famille d'accueil, excuse, en foyer de groupe, ça a vraiment été comment je pourrais dire ça? On était tous un peu bizarres, les filles qui étaient là, puis on se comprenait entre nous autres. Puis, tu sais, il y avait une genre de solidarité. Tu sais, on était 12 à cohabiter ensemble. Puis, je me suis vraiment sentie à l'aise. Puis, tu sais, je suis une fille quand même assez réservée de nature, assez introvertie. Puis j'ai été surprise à quel point j'ai été capable de m'adapter à la place. Puis que même à l'école, ça allait super bien. C'est là que j'ai constaté que j'avais un potentiel plus au niveau académique, là, que je me surprenais, mais tu sais, c'est ça le problème, le fameux problème avec la DPJ, c'est que quand ça va bien d'une place, ils décident de te retourner dans ta famille ou de te changer de place, hein. Fait que je suis restée juste 1 an, là. Hum. T'es resté combien de temps en foyer de groupe? 1 an et demi peut-être. OK. Tu sais, c'est ça, à un moment donné, c'est parce qu'ils m'ont comme pogné à fumer du pot à l'école, puis je consommais plus qu'ils pensaient aussi, là. Puis j'avais des comportements violents, fait que, ils m'ont retourné au centre d'accueil. Hmm. Puis j'ai eu beaucoup de peine, puis j'en parlais justement hier à quelqu'un. J'ai encore de la peine 20 ans plus tard, quand j'y pense, que j'ai pas eu de balle de finissant. Tu sais, le monde me raconte leurs histoires avec leurs belles robes, puis j'en ai pas eu, j'ai pas eu droit à ça. Moi, j'étais au pavillon. Puis j'ai passé à côté de plein de belles expériences comme ça parce que j'étais enfermée dans une prison pour jeunes. Moi, j'en voulais pas de balle de finissant parce qu'il venait de me rechipper dans ma famille normale, puis je voulais rien savoir du monde qui était là. OK. Je m'étais fait un paquet d'amis au foyer de groupe, puis c'était là que je voulais mon balle de finissant, puis quand ils m'ont rechippé à l'autre place, j'ai fait fuck off. Fait que moi non plus, j'en ai pas eu. Oui, Ouais. dans la sympathie, moi non plus, je n'ai pas eu. Oh, oh! Mais tu sais, moi, c'est parce que j'ai pris la décision d'aller aux adultes. Fait que j'ai terminé plus rapidement. Puis aux adultes, on n'en avait pas. Fait que, tu sais, moi aussi, pendant longtemps, j'ai trouvé ça tough. C'est quand j'ai fini mon bac que j'ai eu ma graduation, tu sais.
Puis là, j'ai trouvé ça rough parce que, ouais, en tout cas, moi, je peux pas avoir mes deux parents ensemble. Tu sais, je parle encore à mes deux parents, moi, mais je peux pas les avoir ensemble, c'est impossible. Fait que je trouvais ça comme tough, là, ça m'a challengé un peu, mais je peux comprendre ta déception, mais surtout ta frustration puis le sentiment d'injustice d'avoir justement passé à côté de plein de belles affaires parce qu'on est enfermé dans le fond, là. T'avais-tu l'impression que c'est comme un rituel qui t'aurait apporté quelque chose, peut-être un niveau spirituel ou psychologique, je sais pas? Ben, c'est de souligner la persévérance scolaire. Mm. Ça aurait été l'aboutissement de belles réussites, je pense. Puis ça faisait longtemps que j'y pensais. J'avais une robe que j'avais achetée. C'est, je sais pas, c'est un symbole. Et il y en a beaucoup aussi qui voient ça comme avec un genre de rituel de transition à la vie adulte, là, bien abrupt, là. Genre là, Ouais, maintenant, je suis un adulte, là, j'ai fini mon secondaire. Parce ouais, que, tu sais, personnellement, je me suis sentie adulte, là. J'avais peut-être 30 ans, 32 ans, pas ouais, avant. je comprends. C'est quand j'ai fait ma psychose puis que je me suis ramassée à l'hôpital puis que j'ai tout arrêté one shot que là, j'ai fait OK, là, je deviens adulte. Euh, Puis vers quel âge t'es sortie des centres d'accueil, centres jeunesse? T'es-tu sortie avant 18 ans ou pas mal dans les temps prescrits? peu avant, parce que il était tanné d'entendre parler de moi, là. Je faisais beaucoup de vagues, mettons. Puis là, j'étais retournée à la traverse au foyer de groupe, puis il avait hâte de se débarrasser de moi. Fait qu'ils m'ont libérée à 17 ans et trois quarts. J'ai atterri chez mon grand frère et ben, même pas 2 semaines plus tard, son ami m'a proposé du speed, puis j'ai décollé. Je suis revenue chez mon frère 3 semaines plus tard en psychose toxique avec mon chat dans mon sac à dos. Hmm. J'étais complètement out. Puis là, j'ai descendu aux enfers, pas à peu près, là. Puis un de mes premiers chums, qui est devenu le père de ma fille, parce que je me suis souvent matchée avec mes dealers de drogue, puis des affaires de même. J'avais tellement pas d'autonomie. Puis ça aussi, ça a été une faiblesse du système vis-à-vis de moi. Ils m'ont pas préparé à la vie adulte. J'ai manqué d'accompagnement. Ça, c'est clair. J'avais tellement, mais tellement pas d'autonomie puis d'estime de moi-même et tout ce qui vient avec. Moi, ma vie, je te la remets. Tu en fais ce que tu veux. Donc, c'est lui qui décidait où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on mangeait, qu'est-ce qu'on faisait, quand, où. Je prenais aucune décision. Je faisais que suivre. Puis je tirais tellement de jus qu'à un moment donné, il m'a laissé, ça n'a pas de bon sens, quelqu'un de même. Puis je le comprends à 100%. On était dans la rue d'ailleurs, puis j'étais comme dans un sous-sol chez quelqu'un, puis il m'a sacré là, puis là, j'ai resté plantée là. Je me suis assise sur le divan. Le gars, il est parti sa run pendant 3 jours, puis quand il est revenu, j'étais assis à la même place sur le divan. Je savais pas quoi faire de ma vie, de ma peau, de mon temps. J'ai passé toute mon adolescence à avoir désespérément hâte d'avoir 18 ans pour être libre, pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Puis quand je l'ai eu, cette liberté-là, je n'ai pas su quoi en faire. Je suis juste tombée comme un poids mort. T'avais-tu essayé d'aller justement chercher des jobs? Comment ça a été? C'était même pas envisageable. OK. Moi, j'ai été sur l'aide sociale pendant à peu près 10 ans, puis je me suis pognée souvent avec du monde sur Facebook. Tu sais, des commentaires genre les hosties de BS, ils ont juste à se botter le cul et d'aller travailler. Oh Seigneur! La santé mentale. Quelqu'un n'a pas besoin d'être en chaise roulante pour pas être en état d'aller travailler, dude. Il y a personne qui vit bien sur le BS. Personne. Quelqu'un qui est pogné à être sur le BS pendant longtemps, c'est pas quelqu'un qui profite du système parce que cette personne-là est clairement pas bien. Personne n'est bien avec 600-700 pièces par mois.
C'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est là, quand ça marche pas, ça marche pas. La toxicomanie, la santé mentale, tout ça vient avec. Puis la toxicomanie, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait rentrer dedans pendant 3 heures. C'est pas quelque chose que ça prend juste de la volonté, comme la plupart des gens qui ne sont pas dépendants, soi-disant, ils pensent, parce que c'est clairement pas juste une question de volonté. Tout part de la santé mentale puis du système défaillant qu'on doit attendre des mois et des mois pour avoir un support psychologique, puis name it, name it. Et même encore là, le CLSC, moi, j'ai été consultante à Drummondville, puis c'était vraiment pas adapté à ce que j'avais de besoin, là. La Mais petite non, madame était habituée de dealer avec des petites matantes anxieuses, là, parce qu'ils faisaient, je sais pas trop quelle connerie avec le trafic, puis tout, là. Moi, j'étais comme, parce que c'est pas ça que j'ai de besoin, là. non, puis tu sais, moi, j'étais un cas lourd, là, sans C'est ça. vouloir, mais, tu sais, j'avais vraiment besoin qu'on me prenne par la main. J'étais pas capable de rien faire par moi-même. Aucune hygiène de vie, aucune structure, aucune routine, fuck all. J'étais juste désespérée all the time. Puis en plus de ça, j'étais pas capable de vivre toute seule. J'étais pas capable de tolérer la pression sociale, de prendre les critiques. Tu m'aurais-tu vu dans un Tim Hortons, j'aurais fait 4 tours sur moi-même, je me serais fait dire, yo, t'as oublié de mettre ma crème dans mon café. J'aurais fait quoi? J'aurais pleuré. Bon, c'est ça, ça marche pas. Tu sais, même moi, personnellement, quand je suis sortie de la DPJ, j'ai essayé d'aller en trouver des drogues, pas des drogues. Ça aussi, j'en ai fait, là, mais des jobs. Mais j'étais sur un traitement, puis je pesais même pas 80 livres, là. J'avais perdu 20 livres, j'avais perdu le tiers de mes cheveux, puis j'ai des cicatrices sur les avant-bras. Fait que, puis des cicatrices qui ont l'air comme, c'est des genres de trous, là, dans ce coin-là, là. Fait que ça avait l'air comme si je me piquais, mais je me piquais pas, là. Fait qu'il y avait pas Ouais. un esthétique qui voulait m'embaucher à cause de ce que j'avais l'air. Ah. Fait que ça aussi, tu sais, j'ai été chanceuse quand même d'être capable de me débrouiller financièrement avec des petites passes drettes, là. Mais, mais c'est ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis aussi, c'est qu'à 18 ans, je suis tombée enceinte OK, t'es tombée enceinte jeune, là. du gars qui m'avait laissé, là, puis que j'étais restée en même place sur le divan, là. Mhm. Ben là, on est resté comme un peu fuck friend là, pendant un certain moment, puis à un moment donné, il est rentré dans la chambre, j'avais un test positif dans les mains, puis j'ai garoché sur le lit. Fait que là, il m'a gentiment parlé d'avortement, hein? Mais c'est clair. J'ai crissé ma main sur la gueule, puis je l'ai traité de trou de cul. Et Puis dans ma tête d'enfant, parce que j'étais un enfant de 18 ans qui sort de centre jeunesse, puis qui a zéro autonomie, là, avec le cas du divan, je m'en sers souvent de cet exemple-là parce que c'est le plus flagrant, là, c'était n'importe quoi, là, tu sais, genre dépendance de toutes sortes, là, c'était pas juste affectif, là, c'était maladif, mon affaire. J'étais convaincue, dur comme fer, que j'allais pouvoir donner à cet enfant-là tout l'amour que j'avais pas eu. Ça marche pas de même. J'ai pété les plombs. Cet enfant-là, là, elle n'a pas grandi avec moi, puis une crise de chance, je l'aurais scrappé. Puis pour le peu qu'elle a été proche de moi, j'ai fait beaucoup de dommages. Puis je suis capable de te le dire aujourd'hui parce que je m'accueille là-dedans. Je sais que j'étais une personne souffrante. Puis ben, j'ai fait de mon mieux, même si c'était médiocre. Mais à cette période-là, écoute, j'avais un coloc dans la cave, puis je criais tellement fort en haut qu'il m'a dit que j'avais peur de monter en haut. Le gros, je suis toute seule avec un bébé. Fait que, tu sais, j'ai eu la DPJ. c'est Puis, clair. c'est correct. C'est bien correct. Tu sais, ils font pas juste de la merde non plus. Puis, effectivement, je n'étais absolument pas la bonne personne pour prendre soin de ce bébé-là. J'ai eu beaucoup de misère à l'accepter au début parce que je voulais donc prouver au système que j'étais capable. Puis je rouvre une parenthèse, ma mère, elle a eu 7 enfants. Elle s'est toutes fait enlever, naturellement. Euh, le gouvernement, il volait ses bébés, fait qu'elle en faisait d'autres.
Puis je parlais avec ma tante justement du cas de ma mère cette semaine, puis elle m'a dit, j'ai dit, je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête parce qu'elle nous rejette toutes, là, elle est en colère après tous ses enfants parce qu'on y en veut, là, tu sais, excuse-toi, calice. En tout cas, bref, ma mère est cristallisée dans son PPL vraiment, vraiment profondément, là. C'est un cas désespéré, là, puis c'est bien triste. Je m'en allais où avec ça? Ouais, c'est Ben, ça. Je sais toi, pas c'est qu'est-ce ça. qui se passe dans sa tête de n'avoir fait autant si elle n'en voulait pas. Elle voulait prouver à la DPJ qu'elle était capable. Oh, ça a fait mal, ça. Mais c'est là que je m'en allais. Dans le fond, toi, t'as fait un enfant, puis t'as vu que ça fonctionnerait pas. Fait que t'en as-tu eu d'autres après ou ça a été un, puis c'est tout? J'aimerais ça, je te cacherai pas. Tu sais, j'ai 35 ans, l'horloge, elle sonne. Mais même si là, j'ai un travail puis que ma santé mentale va beaucoup mieux, je suis pas encore prête. Puis si j'ai à en avoir un autre, je vais attendre de l'être. T'avais-tu été capable de, tantôt, t'as parlé du speed. T'avais-tu Ouais. été capable d'arrêter de consommer pour elle, Ouais, pour ton enfant? j'ai consommé abusivement pendant plusieurs années. Puis je pense que j'ai un défaut génétique là-dessus, là, parce que je connais du monde qui ont consommé 20 fois plus que moi en quantité et en temps, puis ils n'ont pas été scrap un centième de ce que moi j'ai été. Là. Moi, j'ai brisé mon corps littéralement. Là, mes dents, ils ont toutes tombé. J'étais vraiment maganée, là. Puis, tu sais, je consommais comme une junkie. Je me suis jamais piquée, mais si j'avais vécu mon bas fond de drogue à Montréal, par exemple, je serais morte. C'est sûr, j'ai aucun doute là-dessus. Si j'avais eu les ressources financières pour consommer autant que j'aurais voulu, je serais morte. C'est sûr. Euh, parce que la DPJ, à cette heure, il niaise plus que la POC, là, ils donnent plus l'enfant aux parents pour leur prendre puis leur donner, là. En dedans de 2 ans, si tu t'es pas placé assez à leur goût, c'est placement jusqu'à major. Puis moi, le resté dans la famille est allé chez les beaux-parents paternels. Et puis, là, je suis partie dans la drogue. Vraiment profond. Parce que j'avais arrêté, j'avais rentré en désintox genre 2 mois avant ma grossesse. Fait que j'avais arrêté de faire du chimique. Puis, tu sais, je suis vraiment pas fière de ça, là, mais moi, je fumais un once de pot par semaine enceinte, là. Fait que, tu sais, en tout cas, je suis vraiment pas fière. Puis, mais tu sais, je manquais de conscience. Vraiment. Ouais, mais quand t'es accro, là. Tu sais, je veux Ouais, dire, moi aussi, c'est accro, c'est accro. j'ai fumé du pot, j'ai déjà fait de la MD, des champis, mais c'est ça, quand t'aimes de quoi, là, pis, tu sais, c'est viscéral, esti. La Ouais. dépendance contre la drogue, là, c'est niaiseux, c'est du pot. Moi, c'était vraiment le pot, là, que j'ai accroché le plus. Puis, c'est viscéral. Quand t'as besoin de fumer ton joint, esti, tu le sens, tu le sens jusqu'à dans ta mâchoire, là. C'est comme, faut que je fume, esti, sinon je vais péter une coche dans 15 minutes. Ouais. Dans 15 minutes, c'est loin. C'est ça. Je fumais, je recevais de la visite, je fumais, j'allais au parc, je m'enroulais un, j'étais fâchée, je fumais, j'étais triste, je fumais. Je veux dire, toutes les occasions sont bonnes. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'ai descendu aux enfers. J'avais commencé à mon deck en or à cette période-là, en 2011. Et puis, je voyais ma fille supervisée là, régulièrement. Puis au début de la session, j'ai recommencé à faire de la poudre une fois de temps en temps parce que j'avais arrêté de faire du chimique, mais je buvais puis je fumais quand même. Fait que aujourd'hui, je peux te dire que ça fait pas de différence, drogue dure ou drogue douce, j'étais dans la dépendance pareil. C'est juste que je me voilais un peu la face. À la fin de la session, je me gelais à nude pour finir mes travaux. En 2012, j'ai fait un overdose. Puis ça m'a pas arrêté. J'ai continué à consommer intensif de même pendant 3 ans. Là. Le monde voulait me plier en quatre, me mettre dans le congélateur. Là. Ça avait aucun sens. Là. Je m'en venais trop fatiguée. Là. Au bout de 4 jours, trop scrap. Là. Le monde me disait, Daisy, tu t'en viens maganer, tu devrais peut-être aller coucher. Fuck you! J'allais m'en racheter. Je faisais une minute de plus. Là, tu sais. C'est comme, ouais, c'est ça. Puis j'arrêtais, OK? Quand mes paumes de main puis de pied s'étaient rendues des ampoules géantes. Je marchais, là, puis je criais de douleur, là, c'était l'enfer. Voyons donc, quelqu'un se rend à un stade de même. Tu sais, c'est de la mutilation, puis c'est un suicide lent, là, c'est ça la dépendance. Fait que j'ai donné ma fille en adoption à ses 4 ans au grand-père.
Puis là, je suis partie sur un méchant chill. Puis, je sais pas si tu as essayé d'aller chercher de l'aide, que ce soit à l'hôpital ou chez le médecin quand tu as eu des problèmes avec la drogue, là. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a vraiment... c'était un chercheur qui a sorti ça, je pense, la semaine passée. Il y a vraiment de la junkiephobie de la part des intervenants. On est tellement stigmatisé, on est tellement mis de côté, c'est comme, tu veux pas t'aider, moi je t'aiderai pas. Ben, t'as peu, là, c'est parce que je suis malade. Exactement. Mais je suis rentrée en désintox en 2014. J'ai fait Pointe-du-Lac, j'ai fait 3 semaines. Dans le milieu thérapeutique, on appelle ça une thérapète. Mais pour cette période-là, ça a été suffisant. Encore une fois, j'ai arrêté le chimique, mais j'ai continué à boire puis fumer quand même. Mais ça restait le même. Puis là, j'ai recommencé à faire du meeting parce que j'avais connu ça quand j'étais adolescente. Puis à force d'en faire, j'ai fini par tout arrêter au mois d'août 2014. J'ai fait 5 ans clean. Puis, ben, je me suis blessée sévèrement, là. J'ai été sa morphine pendant plusieurs années, là, à tous les jours. Puis, à un moment donné, je trouvais que j'en prenais trop. Fait que j'ai recommencé à fumer du pot médical. Puis, ça a pris 2, 3 ans. Puis, j'ai retombé dans le poudre. Fait que j'ai fait une rechute d'à peu près 1 an. Au mois de décembre l'année passée, je suis rentrée en désintox. J'ai fait 5 mois de thérapie fermée. Puis, je viens de prendre mon 9 mois. Puis, 9 mois d'abstinence? puis cette thérapie-là, ça m'a transformée. Tu sais, je te parlais de violence tantôt, là, à travers mes années de centre jeunesse, j'étais excessivement violente, là. J'étais en isolement régulièrement à me défaire les jointures d'un poste, puis à crier au meurtre, puis à me mutiler, puis j'étais tellement enragée. J'étais toujours en colère, du matin au soir. Hey, c'est pas des jokes, j'achoumais, là, puis je me mettais en tabarnak, puis je criais. J'étais insupportable pour mon entourage, là. Vraiment, là, le monde, ils ont été vraiment patients avec moi, là. Puis en thérapie, c'était tolérance zéro sur la violence. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. À un moment donné, il y a eu un déclic. Puis j'ai dit aux intervenantes, j'ai dit, moi, je veux pas rester geler ces pilules, ces médicaments pour le restant de ma vie. Je suis ici pour apprendre à me gérer. Je veux le faire pour de vrai. Fait qu'on a arrêté tous mes antidépresseurs, mes médicaments pour l'humeur, tout. Puis je me fâche plus. Ça a fonctionné. Ouais. Puis c'est qu'est-ce qui t'a servi comme point d'ancrage pour réussir à te sevrer de tous ces médicaments-là, puis de la drogue, puis Ben, ben, je vieillis aussi, mais c'est pas que ça. C'est Je veux apprendre à gérer correctement mes émotions. Puis, tu sais, une émotion, c'est ça qui nous expliquait en thérapie. C'était une cognitivo en passant. Je l'ai choisi pour ça. Puis, c'était un centre juste pour femmes, là. C'était vraiment une thérapie extraordinaire. Puis, ils nous apprennent à nous laisser traverser par l'émotion. L'émotion, c'est passager. Ça devrait pas rester un état permanent comme c'était pour moi avec la colère. t'avais-tu l'impression que, tu sais, moi, personnellement, pendant une certaine période de temps, j'étais souvent enragée, puis des fois, Ouais. j'étais enragée d'être enragée. Oh, ouais. Ben, tu sais, dans ce temps-là, on lutte contre l'émotion, puis ça fait en sorte qu'elle reste plus longtemps. T'avais-tu Oh, cette impression-là? oh, ouais. Oh, ouais. Ah, puis c'était pas drôle, là, tu sais, j'ai eu ma fille à temps plein avec moi pendant 1 an, parce que bon, j'ai sauté des chapitres, là, mais avec le grand-père d'un commun accord, quand elle a eu 12 ans environ, il m'a dit, écoute, je pense qu'elle serait mieux chez vous, puis, tu sais, je m'étais placée, j'avais plusieurs années clean à ce moment-là, ça allait bien, fait que je l'ai pris à temps plein avec moi, mais j'avais jamais réussi, même si j'étais clean depuis 5 ans, j'avais jamais réussi à dompter ma colère puis mes problèmes de comportement. Fait que j'ai continué à crier. Puis un exemple, ça m'a frappé parce que c'est pas normal comme situation. J'étais dans l'atelier, dans mon salon, je pétais ma coche comme à tous les jours. J'étais en train de péter ma coche sur ma machine à coudre, je criais, puis je frappais dessus. Puis ma fille était dans la cuisine avec son livre. Tu sais, c'était rendu normal pour elle. Puis c'est vraiment
intergénérationnel, hein. Dans le fond, toi, tu as probablement été exposé à ça, ce qui a rendu le comportement normal, ce qui a fait en sorte que tu l'as adopté, tu l'as reproduit, puis là, Ça etc., excuse hein. rien. Ça excuse absolument rien des gestes puis des paroles que j'ai eues, mais ça explique des choses. Puis tu sais, Oui. je voyais dans ton questionnaire que tu m'as envoyé une question qui m'a sonné des cloches, c'est comment as-tu rebondi? Puis quand je partage mon expérience, je mets souvent un accent sur le pardon parce que ça a été un élément clé de mon cheminement. Tu sais, les parents que j'ai eus, j'ai vécu énormément de violence. J'ai vécu des agressions sexuelles. J'ai eu une famille vraiment dysfonctionnelle. Ça m'a scrappé. Puis là, présentement, je viens d'utiliser une phrase déresponsabilisante parce que je m'approprie la responsabilité de comment je virais. C'est ma faute si je suis devenue ce que je suis devenue. Mais je sais que j'ai subi des choses puis que ça m'a pas aidé. Ça excuse rien, mais ça explique. Puis moi, si je voulais cheminer puis apprendre à m'accueillir, parce que si tu veux avancer, faut que tu te pardonnes, là. Si tu passes ton temps à te taper sa tête, ben, tu n'avanceras pas, là. Ça fait partie des raisons pourquoi j'ai été inapte au travail puis complètement fuckée pendant autant d'années, parce que je m'accueillais pas du tout dans ce que j'avais fait, dans ce que j'étais, dans l'incapacité totale dans laquelle je baignais. Je ne m'acceptais pas là-dedans et je me dénigrais continuellement. Ben, pour apprendre à m'accepter, il faut que je comprenne que c'est ma souffrance qui m'a amené là. Puis si je veux appliquer ce principe-là à moi-même, ben ça m'oblige en quelque sorte à l'appliquer à tout le monde, dont mes parents que j'ai tant détestés pour ce qu'ils ont fait. Je pense que les gens, ils réagissent à leur propre souffrance, puis ils font de leur mieux. Même si ce mieux-là, c'est de la merde à certaines périodes, c'est quand même de leur mieux. Fait que ma mère, ben je l'accueille dans ce qu'elle est. Je laisse la vie la pardonner à ma place. Parce que je sais au fond de moi, même si j'ai trop d'orgueil pour... Mais là, je te le verbalise, mais en général, c'est quelque chose que j'aime pas trop penser parce que il y a une petite partie de moi qui veut l'haïr encore. Mais c'est vrai qu'elle a fait de son mieux. As-tu eu tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de la DPJ qui ont cette art-là, mais contre la DPJ, contre le système de la DPJ, puis les intervenants qu'ils ont rencontrés dans les centres jeunesse surtout. Est-ce Ouais. que ça t'a habité aussi? La frustration contre les intervenants? Oui, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a eu une petite continuité là-dedans, dans le sens que quand tu étais en centre jeunesse, là, il y a eu un bout où tu étais vu comme quelqu'un de bien agressif, tu sais. Ah, Fait que ah. tu sais jusqu'à quel point les intervenants ils ont eu une attitude conciliante puis bienveillante avec toi. Ça dépend. Puis j'ai une anecdote à t'amener là-dessus. J'en ai détesté pour la plupart. Parce que c'était eux qui avaient le gros bout des décisions, puis je me sentais opprimée à cette époque-là. Puis aujourd'hui, avec mon point de vue d'adulte, je peux comprendre que j'ai en quelque sorte mérité un peu ce qui m'arrivait. C'est en réaction à mon agressivité que j'étais enfermée en salle capitonnée. Si j'avais pas pété les plombs de même, il n'aurait pas été obligé de réagir comme ça. Mais moi, c'était juste toutes des maudits, puis des ci, puis des ça. Parce que c'est eux autres qui me contrôlaient, puis qui décidaient à quelle heure je mangeais, puis, tu sais, mais en même temps, je suis consciente qu'il n'y avait pas même un choix, puis ils font avec les moyens du bord aussi. Puis j'ai une autre anecdote là-dessus, puis si je l'oublie, tu me le rappelleras. J'ai jasé avec un intervenant de pavillon en désintox. Oh! Je vais me la noter tout de suite, là. Faut que je Euh, me- une attitude d'une intervenante qui a été très aidante pour moi. Puis cet épisode-là m'a marqué. J'étais au centre d'accueil à 12 ans, à l'apogée de ma révolte. Ah, vous comprenez rien, tu me comprends pas. Là, je claque ma porte, tu sais, puis là, l'intervenante est rentrée dans ma chambre, elle s'est assise dans mon lit, puis elle m'a parlé de son vécu à elle. Elle aussi, elle avait vécu des abus puis de la violence.
ça m'a permis de voir l'être humain qu'il y a derrière le titre d'intervenant. Parce que ils ont toutes des vies, eux autres aussi. Puis là, je m'en vais à ma deuxième anecdote. Quand j'étais en thérapie à Pointe-du-Lac, je jase avec un monsieur, puis là, on parle de nos expériences de vie, puis là, j'y parle de mon passé en centre jeunesse, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il m'arrête, il me dit, tu sais pas c'est quoi le travail que je fais dans la vie, hein? J'ai dit non. Il dit, je suis éducateur à la forêt. Et là, je me recule, puis là, j'ai tendance à me fermer, tu sais. Puis là, j'ai dit, Daisy, écoute-les. Lui aussi, il a une histoire. Mais ce bonhomme-là, il consommait sa job. Puis il m'a parlé de son point de vue sur le système. Puis là, j'ai eu droit à l'envers de la médaille. Ces intervenants-là, là, bien souvent, sont contraints de prendre des décisions avec lesquelles ils sont même pas en accord. Parce que souvent, ça vient d'en haut, puis ils sont obligés de faire avec les moyens du bord, puis les ressources très limitées qu'ils ont. Pas juste ça, c'est que s'ils contredisent, ils vont se faire accuser de conflit de loyauté. Ils n'ont pas le droit, en fait. Il faut qu'ils aillent dans le même sens, mais tu sais, souvent, ils vont organiser des tables avec plein de gens qui vont décider. Malheureusement, le jeune n'est peut-être pas assez impliqué, puis la famille aussi, mais bon. Mais c'est parfaitement vrai ce que tu dis, là, que dans des cas, les gens qui sont responsables du dossier ne vont même pas être nécessairement en accord avec la décision, C'est ça. mais c'est ça. Tu sais, le système manque de ressources, là, on se le cachera pas. Le système est malade en maudit au Québec, là, puis même si je sais qu'on est un des provinces/pays qui fonctionne le mieux dans le monde entier, là, parce que non, mais comparé aux pays du tiers-monde, on s'entend-tu que on est choyé quand même, là, c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Mais l'argent est mal réparti, hein, on va se dire les vraies choses. Puis il devrait avoir tellement, mais tellement plus de ressources en santé mentale puis en soutien à l'être humain. Puis la DPJ, ils font pas exception, ils manquent de ressources. Ils manquent cruellement de ressources. Oui, vraiment. Puis, tu sais, juste à se comparer, on a déjà eu quelqu'un, ben, en fait, on a eu deux personnes qui, eux, avaient été placées en France. Puis, je sais pas si tu es au courant, là, mais en France, c'est pitoyable. Ah ouais. L'état de, ils embauchent n'importe qui pour s'occuper des Ah, foyers de groupe. Ils sont 40 et c'est mixte. Mais après, tu vois, il y a eu une délégation française qui sont venus nous voir là, en septembre. Puis ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils étaient choqués de voir comment ça fonctionnait ici. Je les ai emmenés visiter un centre jeunesse, puis ils nous ont dit, ben, excusez-nous, là, mais ça n'existe pas chez nous des institutions comme ça, là. C'est juste au niveau carcéral que ça existe ou en psychiatrie. C'est des foyers puis des familles qui existent là-bas le plus souvent, tu sais. Fait que, bon, après, il y a pas de modèle de parfait, là, mais on est en retard à bien des niveaux, au niveau éducatif aussi. On fait pitié dans nos approches, là. C'est des vieilles approches de là, beaucoup trop longtemps qui est dans le contrôle, la surveillance, puis ouais, ouais. tu sais, alors qu'on aurait besoin, mais là, de plus en plus, ils sont formés aux approches sensibles au trauma, aux approches qu'on appelle le modèle l'ARC, attachement, régulation, compétence. Fait que ça commence, mais tu sais, c'est tout nouveau, puis ça vient de des chercheurs très engagés qui veulent vraiment faire changer les choses. Ça vient pas directement de l'institution. Tu sais, il y a eu des ententes, des partenariats qui ont été créés, puis à un moment donné, bien, ils ont bien vu que ça faisait du sens de former les professionnels sur ça. Mais tu sais, je veux dire, dans nos cursus, moi, j'ai fait un bac en psychoéducation. Je veux dire, on n'avait même pas de formation spécifique sur les droits en protection de la jeunesse. Qu'après ça, on peut pas s'étonner qu'on ait plein de lésions de droits. Si ceux qui sont supposés d'appliquer nos droits connaissent pas nos droits, mais en même temps, nul ne doit ignorer la loi.
Fait Ouais, que, tu sais, c'est comme un cercle sans fin, en fait. Là. On se fait léser nos droits parce qu'ils sont pas formés à moitié sur ces enjeux-là, qu'il y a du roulement de personnel sans arrêt, qui est, tu sais, fait c'est une affaire. Si je peux t'interrompre, je m'excuse. Ça, c'est une des choses qui m'a atteint le plus dans tout mon parcours. C'est pas d'être contrôlé par les intervenants puis d'être mis en isolement qui m'a le plus traumatisé. C'est l'instabilité totale. J'ai connu, et je n'exagère même pas, en termes de TS, intervenant en thérapie, intervenant en toxicomanie, psychologue, j'ai connu au-dessus de 100 intervenants dans ma vie, là, que j'ai eu à recommencer mon histoire à chaque fois, à recréer le lien de confiance à chaque fois. La TS, ça part en congé de maternité, ça ship à l'autre, là, ça ship à l'autre, ça ship à l'autre. Puis dans le fond, finalement, t'es juste un hostile numéro de dossier. Fait que j'imagine que même s'il y aurait quelqu'un là-dedans qui aurait eu une approche qui aurait fonctionné pour toi, l'instabilité qui venait avec, c'était difficile de faire confiance à la base à l'intervenant parce que tu savais qu'il allait partir. C'est ça. Puis y a-tu quelqu'un quand même qui a été capable de t'influencer, tu sais, comme tantôt tu parlais de l'intervenant qui s'était confié à toi, mais tu sais, t'as eu plus un lien, tu sais, comme tu parlais des foyers de groupe, les foyers de groupe, il y a peut-être un peu moins de roulement. J'ai eu une intervenante, puis c'était pas en centre jeunesse, ça a été une fois adulte, au Calax La Passerelle. Elle s'appelle Claire. C'est une intervenante extraordinaire. J'ai mis le pied dans son bureau, j'avais 18 ans. Les suivis au Calax, c'est de quelques mois à quelques mois. Des fois, ça va dans les années, mais c'est la plupart du temps très court comme service. Elle m'a gardée pendant 10 ans. Je suis arrivée dans son bureau, je me suis croisée les jambes, j'ai dit, je t'avertis tout de suite, je suis un enfant de la DPJ, tu feras rien avec moi. Elle m'a dit, ouais, pis. Ouais, pis. Puis, tu sais, c'est ça. Elle a respecté mon rythme, puis elle m'a écouté, puis elle est restée là. Elle est restée là. Ton Wimpy, ça a dû quand même désamorcer un peu, Ouais, ça a dû être surprenant. ouais, ouais, parce que ça a été ça longtemps, puis encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à me défendre de cette étiquette-là. Moi, j'étais un cas. J'étais un cas de DPJ pesant, avec raison, c'est vrai qu'il était pesant. Puis, tu sais, moi, mon adolescence, je l'ai passée en dépression majeure, suicidaire. Je voyais rien d'autre que ça, du noir, du noir, du noir. Mais un jour, j'ai fait une prise de conscience. Parce que moi, j'avais donc bien une vie de merde, des parents de merde, de la merde, 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 merde. Ça n'en finissait plus de la merde. Puis un jour, les nuages se sont tassés et la lumière est descendue sur moi. J'ai fait une prise de conscience qui a changé toute ma vision de la vie. La merde, c'est le meilleur engrais du monde. Elle est bonne! Ah, c'est nice! C'est là que je dis, mec, mon haricot magique qui pousse, il va pousser en tabarnak. C'est très nice. J'ai tatoué le haricot magique. Puis quand j'ai fait mon deck en or, le haricot a fait partie de la plupart de mes œuvres. Le haricot est pour moi une symbolique de toute la métaphore de la merde, toute la métaphore du jardinage, de ça va me faire grandir. Faut juste que tu aies les bons outils alentour de toi, les bons tuteurs. Toute ta fourche dans ton gros tas de fumier, puis que tu l'étends dans le champ de ta vie et que tu te permettes de pousser dedans. Tu sais, moi, quand j'étais adolescente, les intervenants me disaient, vois le bon côté des choses, va chier. C'est quoi le bon côté dans la violence, dans les agressions, c'est quoi le bon côté? Dis-moi pas ça. Je voyais rien voir, je voulais rien savoir. Mais le bon côté, c'est ça. C'est que tout ça m'a fait grandir. Puis continue de me faire grandir parce qu'on n'a pas fini d'en vivre des épreuves dans la vie, là. Puis ce qu'on est en train de faire présentement, on désherbe la plante, on est en train de l'arroser avec des bonnes affaires.
Fait que, tu sais, mes parents, ma situation, puis la DPJ, ça a été des chapitres plus dark de ma vie, mais je regrette rien. Sinon, je serais pas la femme compréhensive que je suis aujourd'hui. Ben, si je peux me permettre de faire du pouce un peu sur ta métaphore du haricot, tu sais, moi aussi, pendant longtemps, je me suis dit, Chris, comment ça se fait que je suis née avec un œsophage en moins, pogne l'hépatite C, vis de la violence à la maison, vis de l'itinérance en sortant? Ben, à l'âge de 30 ans, j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un que lui aussi avait pogné l'hépatite C, une transfusion sanguine et le VIH, puis il avait parti à une association pour recruter des patients du système de santé puis donner des ateliers à des étudiants de la faculté de médecine. Wow. Fait que là, j'ai fait, ça, c'est mon haricot, man. C'est Ouais. là-dessus que je me branche, Wow. puis je vais me débrouiller pour essayer de trouver des enseignements valables à transmettre aux futures générations de diplômés. Cool. Puis c'est à partir de ça que là, j'ai été étudiée en éducation, en Ouais. psychologie. Fait comme ça, je me suis entourée d'un monde de connaissances puis de réflexion. Puis tu sais, tout le potentiel que j'avais été capable d'aller toucher quand j'étais à Repentigny en foyer de groupe, puis que j'avais vu que j'étais bonne académiquement parlant, ben Ouais. là, je me suis dit, ça vaut la peine que je creuse là-dedans. Puis c'est Ouais. là que tranquillement, pas vite, j'ai cheminé, puis ça fait 6 ans que je fais ces ateliers-là à Ouais. toutes les années. Puis ça continue, on m'implique dans d'autres projets. Puis là, ben, éventuellement, j'ai rencontré Jessica qui m'a parlé de ses projets à elle, mais aussi, tu sais, de toute la situation qu'on peut vivre, des injustices qu'on vit là, par rapport au système en étant placé par la protection de la jeunesse, puis tout l'impact que ça a sur notre identité. Oui, puis tu parles d'injustice, ça me flash de quoi? En thérapie, on a eu un exercice à faire. Il fallait nommer les injustices qu'on avait vécues. Puis ça m'a fait prendre conscience à quel point ma blessure de l'injustice est grande, puis ça remonte à loin. Tu sais, ce que j'ai vécu là, dans ma famille, puis tu sais, il n'y a pas eu juste ma famille, là. Je me suis fait agresser par d'autres personnes dans d'autres contextes. Fait que, tu sais, je veux dire, je me suis sentie, j'ai été une victime. Puis en étant placée en centre d'accueil, puis en étant enfermée, je me suis retrouvée dans ma tête d'enfant, toujours, on va se dire, là, aujourd'hui, je comprends, mais dans ma tête d'enfant que j'étais, je me sentais punie pour les erreurs des autres. Puis ça m'a atteint profond. Ça a été une des plus grosses injustices de ma vie. C'est quoi les valeurs qui t'ont servi pour transformer ce sentiment-là d'injustice en quelque chose d'autre pour te faire rebondir? C'est une grosse question, puis je le sais pas. Je pense que la persévérance, la valeur de la famille, on va oublier ça, là. Ça a un peu pris le bord. Le respect, puis toutes ces choses-là, moins parce que je le connaissais pas. C'est dur de dire, je vais respecter quelqu'un, mais je sais pas si lui, il va me respecter. Entre autres. Tu sais, il y a tout le temps la méfiance qui reste, hein, veut pas, en ayant ce background-là, ce bagage-là ça teinte le reste de notre vie, là. Ouais, je me respectais aucunement, là, j'avais pas de... Mais, je pense que j'ai refusé de plier, tu sais. Puis, je me suis accrochée. Parce que malgré tout, j'ai toujours su que la vie était belle. Puis, ma dernière tentative de suicide, quand j'avais lu mon dossier DPJ, c'est arrivé au foyer de groupe. J'étais dans la toilette. Puis là, je me suis coupée profond. Puis là, je me rappelle de la grosseur des gouttes qui tombaient sur mes sous-vêtements parce que ça restait taché. Puis je me vidais, là. Puis là, ça allait été vite dans ma tête. J'aurais pu me laisser mourir.
à ce moment précis-là, mon rêve de plusieurs années, c'était de mourir, qu'ils me laissent mourir, parce que les hosties d'adultes me laissaient pas crever en paix. Ils étaient tout le temps là pour m'empêcher de me faire du mal. Une autre forme de contrôle. J'étais pas en vie par choix. J'étais en vie parce que j'étais obligée. Ça me faisait chier. Puis ce jour-là, dans ma toilette, j'ai décidé de vivre. J'ai coupé la circulation de mon bras puis j'ai appelé à l'aide. Ça a changé toute ma perspective parce que ce jour-là, j'ai choisi de vivre. Puis j'ai plus jamais réessayé de me suicider parce que j'étais en vie par choix. Mais aussi, tu as décidé d'appeler à l'aide. Je sais pas, tu sais, avant, si tu avais déjà essayé de le faire à plusieurs reprises. Ouais, mais c'était... Là, c'était plus décidé. Ouais. Plus concret, mettons. Ouais. Aller vite, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, justement, qui sortent de la DPJ puis qui ont de la difficulté à demander de l'aide. Par méfiance, là, en grande partie, là. Mais je pense que la journée où on se décide que là, je fais vraiment confiance à quelqu'un, puis là, je vais demander de l'aide, puis ça va valoir quelque chose, puis Oui, puis je vais faire du pouce là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo dans une autre circonstance destinée aux jeunes dans un centre d'accueil pour les préparer à leur sortie. Parce que dans le fond, ma chum de fille avec qui j'ai été au pavillon est cinéaste. Puis elle a filmé cette vidéo-là, dans le fond, parce qu'il y avait beaucoup de filles dans l'unité qui avaient 17 ans et demi, puis qui avaient l'intention de retourner dans la rue, dans la drogue, dans la prostitution, puis tout ça. Puis elle a fait une vidéo de sensibilisation pour ces jeunes-là. J'ai parlé mon expérience avec mes intervenants après 18 ans. Parce que avant 18 ans, tous les intervenants que j'ai connus étaient là pour me contrôler, étaient là pour me limiter, étaient là pour me dire quoi faire. J'étais complètement révoltée contre ces gens-là. J'avais juste le goût de crisser une bombe dans le centre d'accueil, littéralement. J'étais vraiment fâchée contre le système. Et puis, si j'avais resté dans cette optique-là, j'aurais jamais demandé d'aide plus tard. Mais quand je suis sortie, ben, c'est aussi en lien avec ma dépendance parce que moi, mes seuls amis, c'était mes intervenants d'un certain sens. Fait que j'avais besoin de soutien. Puis j'ai été vers les ressources communautaires, les travailleurs de rue, etc. Puis ça change toute la dynamique parce que ces intervenants-là sont absolument pas là pour te dire quoi faire. Sont absolument pas là pour te contrôler. Sont juste là pour t'écouter, te donner des conseils si t'en veux, puis t'accompagner. Fait que c'est vraiment pas le même rôle qu'ils ont. Fait qu'il faut aller vers ces gens-là. Puis moi, les ressources communautaires m'ont sauvé la vie, littéralement. y en a-tu à Drummond? Parce que moi, j'en ai pas connu beaucoup dans ce coin-là. Il y a la Piole. La Piole. Ok, ouais, ça, j'en ai entendu parler. Ouais, le boss de la Piole, Francis Acharité, dans le temps, il était un travailleur de rue terrain. Puis lui, il m'a accompagné à 3 désintox différentes. On a vécu des affaires ensemble. J'étais allée au Guatemala avec. J'ai failli mourir au Guatemala parce que j'ai été malade pendant 8 jours. Je me suis ramassée dans une espèce de clinique médicale super creepy. Écoute, c'était n'importe quoi, un vrai scénario de film d'horreur, là. Moi, j'ai peur des aiguilles. J'étais à l'autre bout de la planète, dans un petit local avec les murs moisis, puis c'est un médecin qui me parle en espagnol, puis je comprends rien, puis je dégueule, puis là, il me pique. Et Francis, il est là, puis il me tient la main, tu sais. des buzz. Total. C'est fou. Et, tu sais, ces travailleurs de rue-là, ils ont été vraiment significatifs pour moi. Tu sais, ils savent où est-ce que tu restes, puis ils viennent cogner chez vous un après-midi juste pour venir savoir comment que ça va, puis venir te porter du pain. Ils sont venus me porter des gâteaux de fête à ma fête. Ils étaient là pour me soutenir. Puis tu sais, tantôt quand je parlais d'intervenants, en fait, quand je parlais d'aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Dans ma déchéance, là, autour de 2012-2013, là, hey, les travailleurs de rue, ils rembarquaient dans leur char après m'avoir vu, là, ils se regardaient, puis
Je Il sais pas si savait on va pas, l'avoir bientôt, hein. il savait pas comment t'aider parce que là, c'était trop difficile. Non, puis Francis, là, celui que je te parlais à l'instant, je me suis déjà fâchée. Après, à un moment donné, il est venu chez nous, puis il essayait de me donner des conseils. Puis moi, tout ce que je voulais, c'était me geler à la face. Puis j'en voulais pas de cette aide-là. Moi, je voulais juste qu'on m'aide à ventiler, tu sais. Je voulais pas me faire donner de conseils. Je n'avais rien à chier de rien, là. J'étais complètement dans déchéance. Je voulais pas me faire aider. C'est difficile en maudit d'atteindre quelqu'un dans ce cas-là. Ben, c'est sûr, parce que comme intervenant aussi, tu vois la personne dépérir, puis tu peux pas rien faire. Ouais, Installer. ouais. Puis, s'il y avait, mettons, 3 choses que tu pouvais changer dans le système de la DPJ, tu changerais quoi? Plus de ressources, plus d'empathie. Tu sais, dans mes crises de colère, là, ce qui m'aidait à me désamorcer, là, c'était pas de me faire dire, de me calmer une heure ou des affaires de même. C'était si quelqu'un me faisait un câlin, si quelqu'un me regardait avec des yeux de compréhension, pas des yeux de tabarnak, tu vas-tu te calmer? Non, de l'empathie. C'est drôle, là, mais ça désamorce vite. D'essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a en arrière de ces crises de colère-là. Oui, tout à fait. Ça, en centre d'accueil, j'ai pas connu une fille en centre d'accueil qui avait pas eu. Non, c'est arrivé des exceptions qu'on se demandait qu'est-ce qu'ils faisaient là, justement, parce qu'il faut que ça des cours à l'école, ils les ont mis en centre d'accueil, c'est n'importe quoi. Mais pour la très, très grande majorité, ils avaient vécu des traumas. Beaucoup de traumas. Moins de jugement. Oui, c'est sûr. Mais ça va avec, hein. Ça va avec la compréhension, l'écoute, puis plus de ressources, c'est surtout par rapport à la transition à la vie adulte. Tu sais, là, je sais qu'il y a des gros changements qui sont en train de se faire en ce moment. En tout cas, gros, je sais pas l'ampleur, là. Je sais qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Mais tu sais, c'est ça comme que Jessica disait tantôt, il y a une grosse approche punitive, carcérale au Québec, qu'il n'y a peut-être pas ailleurs, qui serait à Ouais. questionner. Puis tu sais, on dirait que quand quelque chose est bien pogné d'un système, là, c'est difficile de l'enlever complètement. Fait que je sais pas comment ça va virer. Mais bon, il y a de l'espoir quelque part. Mais c'est plus ouvert que c'était, comme le pavillon La Forêt à Drummondville. Quand moi, je suis allée, quand j'étais ado, c'était vraiment une prison, là. Je me rappelle une fois, ils ont fait une fouille unitaire parce qu'il manquait une cuillère. On a été confinés dans nos chambres pendant 9 heures. Pas de pause cigarette, pas rien, pas de sortie. Fuck off. Incroyable. C'est long à mon 19 heures, là. La cuillère, tu sais ce qu'elle était? Entre le pain et le toaster. Tabarnak. Ils ont Tout ça pour fouillé ça. toutes les chambres en premier, chambre par chambre, avant de fouiller la cuisine, bande de raisins. Mais c'est là qu'on voit l'impact de l'approche carcérale, hein. C'est sûr que c'est une fille qui l'a amené dans la chambre, c'est sûr. C'est Ouais, sûr. une cuillère, sacrément. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ça aujourd'hui parce que ma fille, elle a 15 ans et demi, puis elle est présentement au centre de la forêt. C'est ouvert maintenant, ils ont des sorties. Elle est au camp de jour tout l'été. Tu sais, c'est moins, beaucoup moins sévère, là. Beaucoup, beaucoup. OK. Ouais, tant mieux parce que tu sais, on entend tout le temps des affaires dans les journaux pareil comme à Val-du-Lac où qui ont fouillé un gars à nu pour une histoire de clé USB, là. Fait que les aberrations, là, il y en a tout le temps, puis je pense qu'il va malheureusement tout le temps en avoir, là. Tu sais, il y a des gens, je pense, qui aiment le pouvoir ou qui savent pas bien le gérer, mais tu sais, ça exclut pas qu'il y a plein de merveilleuses personnes, il y a du monde dévoué, il y a du monde qui sont là pour les bonnes raisons, mais il y a tout le temps une pomme pourrite quelque part, des fois. Ouais, ben, tout le monde croche, il y en a partout, hein. Puis pour finir, si tu avais un message à transmettre à quelqu'un qui sort de la DPJ en ce moment, tu lui dirais quoi?
Entoure-toi. Un cercle de protection, des intervenants, comme je disais tantôt, qui ont absolument pas le même rôle que ceux auxquels on est habitué quand on est en centre. Juste un rôle d'écoute et de support. Va vers ces intervenants-là. Entoure-toi de monde positif. Fais tes expériences, c'est normal. Mais entoure-toi puis parle. Parle-en. C'est vraiment important. Ben, un gros merci de nous avoir contactés pour participer au podcast. T'as un méchant bagage d'expérience. Puis, tu sais, en ce moment, dans la communauté universitaire, ils recrutent énormément de personnes qui ont passé par la DPJ, qui ont passé dans le système de santé. Fait que je suis sûre et certaine que tu pourrais mettre cette expérience-là pénible à profit, puis que ce Ouais. soit utile pour toi et pour la communauté. J'aimerais faire des conférences un jour. Mais tu sais, si ça t'intéresse de te joindre au collectif, tu peux, hésite pas à me contacter là, individuellement. Puis nous, au collectif, on organise des conférences, des formations, on met de l'avant l'expérience de nous, de notre expérience, des personnes concernées. Puis si ça t'intéresse, justement, on essaye d'avoir des ambassadeurs dans chacune des régions pour que on fasse entendre le plus de voix possible. C'est important pour nous. Fait que moi, je vais dans le même sens que Maggie. Je trouve que t'as un beau recul aussi face à tout ce que tu as vécu. Tu es capable, tu sais, de l'accepter, de le nommer. Puis ça prend quand même, je sais pas si le mot courage ou humilité ou je sais pas le mot qu'il faut là, pour trouver ça, mais tu sais, clairement, c'est pas facile de se mettre comme à nu de même. En tout cas, je te lève mon chapeau, tu as tout mon respect parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Puis, tu sais, tu vas peut-être sauver la vie d'une jeune qui va nous écouter aussi. Puis, c'est de même qu'on a un impact puis on va améliorer les choses. Fait que on peut juste te dire merci d'être là. Puis, merci de mettre ta parole ouais, à nu comme ça. C'est important. Merci. Un gros merci, puis je vais souhaiter vraiment que ça aille bien pour longtemps. Hmm. Salut là. Bye, merci.